Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Tous les matins, nous nous retrouvons à 10 heures pour faire ce point quotidien sur les dernières annonces, les dernières rumeurs, les mouvements sur le marché action, mais aussi les indices, le forex, les matières premières. Nous passons ensemble les derniers résultats d'entreprise, les dernières statistiques et puis on regarde bien évidemment les graphiques. Aujourd'hui, nous sommes mardi 8 décembre et nous allons parler de la proximité de la période du rallye de Noël. Donc la question est en suspens. Va-t-on avoir un rallye de Noël ou pas? Et sans plus attendre, je commence cette émission. Un avertissement pour les risques pour commencer. Sur le caractère informatif de cette présentation, les CFD, les indices de sentiment. Je vous laisse en prendre note. Alors, nous allons parler rallye de Noël, nous allons parler comme d'habitude news, résultats, décalage sur le marché, sur les différents marchés, le calendrier économique. On passera en revue des actifs et au long de cette présentation, comme d'habitude, je réponds à vos questions. Alors, quelles sont les dernières news sur la planète finance? Nous avons d'une part le Japon qui a publié un PIB en hausse de 1% et qui évite ainsi la récession technique au troisième trimestre. Vous n'êtes pas sans savoir que pour qu'un pays entre en récession, il faut 2 trimestres en récession, donc dans le négatif. Là, le Japon arrive à revenir un petit peu dans le vert et à ainsi sortir de la récession à court terme. Le secteur énergétique se trouve en grande difficulté avec un baril de pétrole sous 40 dollars. Il est même sous 37 dollars sur ses plus bas annuels. Le concept, c'est que l'OPEP, qui s'est réuni la semaine dernière, n'a absolument rien changé sur les quotas d'offres et de demandes. Donc ce qui se passe avec l'OPEP, c'est qu'ils ont aussi supprimé le plafond de production qu'ils s'étaient fixé il y a quelques années. Autant dire désormais que c'est une concurrence accrue même au sein de l'OPEP. Les pays se font la course pour produire du pétrole afin d'en vendre un maximum et de pallier à la baisse des cours du pétrole par une augmentation de leur offre. Le problème, c'est que tout ça, ça tire les prix vers le bas. Et c'est ainsi qu'on est actuellement à 36 dollars et qu'on pourrait très bien aller chercher les 30 dollars, voire les fameux 20 dollars dont parlait Goldman Sachs. Alors je ne pense pas que ce sont des choses qui vont se faire en ligne droite. Néanmoins, comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises, tant qu'on a une tendance baissière puissante, on peut aller plus bas. Le baril de pétrole était à 50, il peut aller à 45, il peut aller à 40, il peut aller à 30, il peut aller à 25. Et si tel est le cas, des valeurs comme Total, comme Technip, comme Vallourec, comme CGG Veritas vont continuer de souffrir. Alors je ne dis pas que le pétrole va continuer de chuter, je pense que sur les cours actuels, il va falloir surveiller une éventuelle stabilisation des cours. Et alors, le jour où on aura une stabilisation des cours du pétrole, là on aura peut-être de très belles opportunités sur les sociétés pétrolières et parapétrolières. Je pense également que actuellement les indices boursiers qui essayaient de se reprendre ces dernières séances auraient pu faire beaucoup mieux si le pétrole n'était pas descendu aussi bas. À l'inverse, je pense que s'il y a une stabilisation du pétrole dans les 5-10 jours qui viennent, alors on pourrait avoir un soutien du secteur pétrolier au fameux rallye de Noël dont je vous parlais il y a quelques instants. Côté 440, EDF sort du CAC après avoir été malmené par les investisseurs. Il faut dire que EDF, c'est une introduction boursière sur laquelle tous ceux qui ont participé ont perdu à moins d'être sortis avant. À la place de EDF, c'est Klépierre qui intègre le 440. Sur le front asiatique, les importations chinoises, donc les exportations chinoises, elles sont en baisse depuis 5 mois. Les importations chinoises, elles sont en baisse depuis 13 mois consécutifs. Et bien évidemment, les chiffres chinois pèsent sur l'Australie. Vous pouvez encore le constater aujourd'hui, la UD-USD est la devise la plus faible et la plus fortement en baisse contre le dollar américain.
Côté entreprise, Orange convoiterait Bouygues Télécom et TF1, raison pour laquelle l'ensemble des groupes télécoms aujourd'hui rebondissent. Vivendi a porté à 26,69% ses parts dans Gameloft. Donc souvenez-vous, Vivendi était rentré à 10% du capital de Gameloft et de Ubisoft. Et bien maintenant, Vivendi augmente ses parts. Au-dessus de 30%, il y a donc possibilité d'une OPA, possibilité d'un rachat de Gameloft par Vivendi. Et donc c'est pour ça que le titre est passé de 3 euros à 6 euros en quelques semaines, quelques mois. C'est parce qu'il y avait justement ces rumeurs de possible OPA et ça en prend la couleur. Concernant les parapétrolières, donc CGG Veritas, souvenez-vous, a lancé une augmentation de capital il y a quelques semaines. Et bien Total pourrait participer à cette augmentation de capital. En fait, Total, c'est une pétrolière, c'est une énorme entreprise qui est relativement stable, que le pétrole soit à 80 ou à 40. Beaucoup plus stable en tous les cas que les parapétrolières, qui sont des beaucoup plus petites structures, qui parfois sont endettées. Et donc, dans un secteur où le pétrole a fortement baissé et où cette baisse des cours a fait pression sur les entreprises, on a une concentration du secteur d'une part, et puis on a d'autre part des prises de participation comme ça de grosses entreprises dans les plus petites. Enfin, Energy Group a démenti les rumeurs de vente par son fondateur. Il y avait eu des rumeurs dans la presse comme quoi le fondateur était prêt à vendre le groupe pour 1 milliard à 1 milliard 2, mais ces rumeurs ont été démenties. Alors évidemment, quand il y a des rumeurs sur un titre, le titre monte. C'est ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Mais ce matin, les rumeurs démenties, eh bien, cela veut dire baisse, prise de bénéfices des opérateurs. Le titre abandonnait 3% tout à l'heure. Concernant les statistiques passées, alors vendredi, donc je reviens un petit peu là-dessus, on a eu un NFP, donc des chiffres du chômage mensuel américain à 211 000 créations d'emplois, donc c'était des bons chiffres, c'était bon pour le dollar, bon pour les États-Unis, bon pour une hausse de taux. En Europe, ce matin, statistique de moyenne importance, mais ça se souligne quand même. Production industrielle allemande à 0,2% contre les 0,8 attendus. Alors c'est moins bien que prévu, mais c'est mieux que les moins 1,1 qui sont tombés le mois dernier. Et puis l'indice de confiance des investisseurs Centix est sorti à 15,7 contre 17,2. Voilà, on est d'humeur un petit peu morose en Europe. Pour l'instant, les marchés tiennent bien, malgré le fait que Draghi nous ait dit jeudi dernier qu'il y aurait un peu moins de quantitative easing que ce qu'on pouvait escompter. Pour l'instant, on a des marchés moroses qui tiennent, l'énergie qui tire à la baisse. Mais on est le 8 décembre, on s'approche de plus en plus de cette période des fêtes, de cette période de Noël et du fameux rallye de Noël. Alors je vais finir avant les statistiques avant de revenir là-dessus. Aujourd'hui donc à 10h30, production industrielle en UK. À 11h, le PIB du troisième trimestre de la zone euro. À midi, un indice de confiance d'optimisme des petites entreprises aux États-Unis. Et puis à 16h, les offres d'emploi. Ce sont des statistiques mineures aujourd'hui. C'est une journée sans grand relief. Pour l'instant, les marchés sont tirés par les spéculations d'une part les spéculations, donc si vous voulez avec les télécoms et puis avec Ubisoft, Vivendi, Gameloft. Et puis d'autre part, c'est le secteur énergétique qui est très suivi. Tant que ça baisse, ça fait pression sur tous les titres, hein, comme je vous disais, pétrolière et parapétrolière, et tant que ce sera le cas, eh bien les indices sont un petit peu lourds. Par contre, imaginez ce qui se passerait si vous aviez l'ensemble du secteur pétrolier qui se reprenait à la hausse. Mercredi, jeudi, on va avoir des publications de chiffres concernant les stocks de pétrole. Si on a des stocks de pétrole qui commencent à se tendre avec l'hiver, l'arrivée du froid, on peut avoir des beaux décalages haussiers sur le pétrole et donc sur l'ensemble du secteur. Voilà. Alex me dit, qu'est-ce que tu penses du chiffre de 10h30? Est-ce que ça peut faire beaucoup bouger la livre? Alors on l'a vu ces derniers temps, la livre a été particulièrement volatile. Ici c'est un chiffre de production industrielle, ça devrait entraîner un décalage, d'autant plus que la livre est une des paires de devises qui est la plus sensible aux annonces. Néanmoins ce n'est pas une annonce majeure. Voilà. Donc ça devrait être une réaction mesurée. Alors, je vais maintenant passer à la plateforme.
et vous parler un peu du rallye de Noël. Donc le concept du rallye de Noël, c'est que tous les ans, autour du début de la troisième semaine de décembre, eh bien, on a un mouvement haussier soutenu sur les marchés actions. Donc ce mouvement s'explique très simplement par le fait qu'à partir de la troisième semaine de décembre, les fonds d'investissement sortent du marché action. Les investisseurs sortent, tout le monde boucle son année, part tranquillement en vacances, profite des vacances de Noël. Et donc on a beaucoup moins de volume et on a un marché qui a tendance à être tiré vers le haut. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre, il nous reste 4 séances pour arriver à la fin de la semaine. Et lundi prochain, le 14 décembre, on sera théoriquement en plein dans le début du rallye de fin d'année. Voilà. Donc, est-ce que nous allons latéraliser avant de potentiellement partir à la hausse, ou bien est-ce que nous allons nous faire des petites frayeurs en revenant vers les supports avant d'éventuellement repartir à la hausse? Ça, je ne le sais pas, ça dépendra des prochaines statistiques, ça dépendra du pétrole, s'il continue de couler ou pas. Euh, Moi, ce que je constate, c'est que Noël en fin d'année, c'est ici. Voilà, en termes de timing. Alors, moi, ce que je peux constater sur le DAX, ce que je peux constater sur le CAC, sur l'Eurostoxx, etc., c'est que pour l'instant, le marché est haussier. On a un marché qui est profondément haussier. Ce que je vous avais expliqué la semaine dernière, c'est qu'on était suracheté, c'est qu'on était dans un biseau et qu'on avait besoin un petit peu de nettoyer le marché, de faire respirer les indices. Et donc c'est ce qui s'est passé. On a eu une respiration du marché. Alors la respiration du marché que vous voyez là, elle était due à quoi? Elle était due au fait que Mario Draghi, président de la BCE, ait dit qu'il allait continuer d'être en soutien. La BCE continue de faire du quantitative easing, mais il n'allait pas l'augmenter, il allait attendre le début d'année. Alors les investisseurs, pensant tous que c'était déjà Noël avant l'heure, avaient anticipé le fait que Mario Draghi allait donner l'ensemble des cadeaux aux petits-enfants au pied du sapin, et il n'en a donné que la moitié. Voilà. Le marché étant un enfant capricieux, eh bien il s'est replié sur des supports de moyen terme, et comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, quand le DAX a atteint 10 700 et le CAC 4 700, je vous ai dit, bah écoutez, c'est très simple. On est dans une tendance haussière de moyen terme. Le rallye de Noël, la période des fêtes, ça commence dans 2 semaines. Alors oui, peut-être qu'on va toujours être un peu sous pression avec le secteur de l'énergie. Oui, la baisse qu'on a eue la semaine dernière de 11 400 à 10 600 points sur le DAX, c'était pas de la rigolade. Oui, on a rebondi vendredi et lundi et là, on pourrait retourner vers les supports. Euh, mais étant donné les constats qu'on peut faire, étant donné la période de l'année, étant donné les supports qui ont tenu, eh bien oui, il y a des risques baissiers vers les supports, mais tant que 10 500, 10 700 tiendra sur le DAX, le marché sera aussi à moyen terme, aussi à long terme, avec une probabilité d'un rallye de Noël en fin d'année, et on pourrait donc avoir un double bottom, ou bien une fausse cassure des 10 650 et hop, on prend appui sur 10 500 et puis on repart. Bref, la probabilité que l'on remonte pour finir l'année pas trop mal est quand même supérieure à la probabilité que l'on rechute. Cela pourrait se traduire comment? Ça pourrait se traduire par le fait que si on rechute, que si on revient vers des supports, ce serait peut-être l'occasion de se placer pour jouer l'effet statistique du rallye de Noël. Voilà. Après, chacun fait comme il l'entend. Les statistiques restent les statistiques. On n'est pas obligé d'avoir un rallye de Noël. Moi, ce que je peux constater, c'est que la baisse qu'on a eue la semaine dernière, c'était une purge de la hausse précédente. Que pour l'instant, on a des marchés qui tiennent très bien. Vendredi et lundi, on a eu un signe comme quoi les acheteurs étaient bel et bien là. Alors là, oui, on a des chiffres asiatiques qui pèsent un peu, et puis on a le pétrole qui est toujours en recul qui pèse. Mais imaginez que le pétrole réagisse à son tour et emmène le secteur énergétique à la hausse, ce serait pas compliqué donc de relancer la dynamique. Donc ça c'est sur l'Allemagne, sur le 440 c'est la même chose. Alors à noter quand même que le 440 est un peu moins haussier, un peu moins punchy que le DAX. Donc sur le 440 la zone majeure c'est 4006, 4007.
Voilà, on est passé de 5000 à 4670. On a bien rebondi vers 4800, mais les vendeurs se sont présentés. Même si on devait repartir à la hausse et donc casser 4800, il faudrait construire une base pour ce faire. On touche un point bas, on rebondit, on revient chercher la zone basse et puis c'est là où on va voir si le marché, oui ou non, construit une base, construit un double bottom afin éventuellement de renvoyer les prix vers les plus hauts annuels en fin d'année avec le rallye de fin d'année. Autre indice qui nous montre bien là où on est actuellement, c'est l'Eurostoxx toujours. Je vous ai dit que c'était l'indice un des plus importants d'Europe, le plus représentatif. Voilà, donc l'Eurostoxx a un point dur à 3280-3300 points. C'est une zone sous laquelle on a échoué en août et en septembre. C'est une zone qu'on a regagnée en octobre grâce à Mario Draghi. C'est une zone que l'on a retestée mi-novembre avec les attentats. C'est une zone début décembre que l'on vient de tester avec Mario Draghi qui a un peu déçu les marchés. En attendant, pour le moment, les 3300 tiennent. On aura tout le temps de se faire un peu de mouron sous 3300 points. En attendant, tant qu'on est au-dessus de ce support-là, eh bien, les gérants, les fonds d'investissement sont a priori à l'achat. Bon, je crois que les indices, vous avez compris le constat que j'ai fait. Ensuite, on va regarder les actions françaises. Alors, Michel Dormois me dit, que penses-tu d'EDF? Eh bien, je pense que EDF est une des... Factuellement, je vous le dis, c'est une des pires actions du CAC 40 depuis un an. C'est pour ça qu'elle se fait sortir. EDF avait été introduit, me semble-t-il, à 30 euros. Oh là là, c'est un titre qui était sorti, me semble-t-il, à 30 euros, qui est monté à 90. Voilà, et qui aujourd'hui est à 13 euros et retrouve ses plus bas historiques. C'est des nouveaux plus bas historiques que fait EDF aujourd'hui. Donc EDF, c'est une société française surendettée qui a un business plan objectif 30 ans, 50 ans, qui sait pas encore comment ça va se passer pour le nucléaire. Alors vous pourrez me dire oui, mais quand même il y a des actifs, elle est basse, etc. Écoutez, elle vient de passer de 90 à 13 et ça l'a pas dérangé plus que ça. Alors, si vous regardez le palmarès des hausses et des baisses, vous allez voir que c'est très facile de comprendre ce qui se passe actuellement. Actuellement, nous avons dans le palmarès de la hausse. Pourquoi nous avons ces 10 titres-là? Alors, Iliad monte parce qu'il y a des spéculations dans le secteur des télécoms. Air France remonte parce que la baisse du prix du pétrole lui a fait gagner de l'argent. Et la société a réussi à chiffrer à 50 millions la perte par rapport aux attentats. Ça rassure le marché qui pensait que ce serait peut-être plus. Bouygues monte de 2% sur spéculation dans le secteur des télécoms. Parrot a fait un point bas, souvenez-vous, la semaine dernière, en fin de semaine dernière, on parlait d'une éventuelle formation en double bottom, quelque chose, donc ça c'est fait, et puis c'est reparti à la hausse. Klépierre va rentrer dans le CAC, donc elle va être éligible à pas mal de fonds d'investissement, donc elle est achetée. Selectis, elle est mise de côté. Elle a déçu les investisseurs hier et puis a cassé tous les supports. Gameloft est désormais à 6,34, donc depuis qu'elle a passé en force les 5,50 et la résistance de moyen terme qu'on avait regardé ensemble pendant des semaines, vous voyez, donc belle résistance à 5,50. Depuis que c'est passé, le titre a pris 18%. Donc sur des spéculations et sur l'entrée de Vivendi. Orange, spéculation donc sur le secteur des télécoms. Ubisoft, pareil, spéculation avec Vivendi. Et puis Valneva, donc on avait vu ensemble que c'est un dossier biopharmaceutique intéressant qui était recherché ces derniers temps. Donc voilà, les plus fortes hausses, c'est pas compliqué. Ensuite, les plus fortes baisses, c'est tout simplement les métaux de base et l'énergie. Donc l'énergie baisse, les métaux baissent, et la première valeur est en forte baisse, c'est Eramet, spécialiste des métaux de base. Ensuite, il y a Nicox. Alors Nicox, c'est différent, c'est une biopharmaceutique, mais elle est complètement délaissée par les investisseurs. CGG Veritas, c'est le pétrole.
Néopost, elle a raté un petit peu sa reconversion. Ses derniers résultats étaient mauvais, donc elle inscrit des nouveaux plus bas annuels. Valorex, c'est le pétrole. Rallye, c'est le Brésil. Donc voilà, vous comprenez bien que les secteurs haussiers et baissiers sont faciles. C'est facile de comprendre pourquoi ils montent ou ils baissent. Alors, vous voyez, typiquement Valorex, je vais m'intéresser bientôt de nouveau au titre parce que le pétrole est venu chercher ses plus bas annuels, voire même il a inscrit des nouveaux plus bas annuels. Et elle, Valorex, elle est en train de retrouver ses plus bas annuels. Et ben, imaginons que le pétrole fasse un semblant de point bas et réagisse positivement sur ces points bas. Valorex, elle pourrait réaliser un double bottom de moyen terme. Et puis, bah, on pourrait peut-être faire comme la dernière fois, voir un retournement dans la zone des 8 euros, et puis à la hausse, elle était remontée à 12 euros. Donc, enfin, rendez-vous compte, le titre était à 8, il est passé à 12 en 6 jours, ça fait 50% de performance. Donc, je ne vous dis pas d'acheter du Valorec, parce que je ne vous dirai pas d'acheter ou de vendre. Ce qu'on peut constater, c'est que la tendance est baissière et qu'elle est moche. Donc, en théorie, celui qui veut acheter une action, elle attend qu'elle soit belle. Du moins, il attend une réaction positive sur un support et des prémices haussiers. Donc, il convient de ne pas forcément se jeter sur Valorec, d'en acheter les yeux fermés sans stop et de se faire traîner par le marché. Ce qu'il convient peut-être, c'est d'attendre que la valeur juste au-dessus ou juste en dessous de ses plus bas réalise une réaction positive et que, à la suite de laquelle on puisse émettre des plans de trading. Voilà, donc je vous le dis, Valorec est dans ma liste de valeurs à suivre et donc je regarderai cela de près. Alors pourquoi je suis Valorec? Eh bien, je suis Valorec tout simplement parce que les matières premières sont en forte chute, que tout le monde en parle et que tout le monde est d'accord pour dire que c'est normal que ça baisse. Donc quand le consensus comme ça est complètement baissier, ce qui m'intéresse, c'est d'attendre une réaction. Donc pour l'instant, vous voyez, ça c'est le pétrole WTI, il est sur ses plus bas annuels, il a cassé ses plus bas annuels et puis il est en territoire inconnu. La tendance est baissière, il n'y a rien de spécial à dire pour le moment. Il faut attendre la publication des stocks pour potentiellement avoir un rebond des cours. Et puis voilà, le jour où on aura des stocks inférieurs aux attentes, une belle réaction des cours à la hausse, là on pourra retourner potentiellement sur les pétrolières, parapétrolières. Est-ce que ça se fera avant les fêtes ou après les fêtes? Je ne sais pas. Si ça se faisait avant les fêtes, ce serait légitime puisqu'on entre dans la période froide et puis ça permettrait de soutenir les indices boursiers et de plaider pour le rallye de Noël. Voilà. Donc je ne sais pas encore comment ça se fait, mais je vais surveiller cela de près, soit cette semaine, soit la suivante. Si le pétrole fait un point bas et que les parapétrolières et les pétrolières repartent à la hausse, eh bien, ce sera tout bénef pour les indices. Je rappelle que la plus grosse action du CAC 40, c'est Total et que c'est une pétrolière. Le platine est baissier, mais je voulais quand même vous montrer cette oblique qui passe par tous les plus bas à moyen terme sur ce métal. Je voulais aussi vous faire remarquer que depuis Draghi jeudi dernier et depuis le fort rebond de l'euro-dollar de 1,05 à 1,08, l'ensemble des métaux se sont repris. L'or a fait un point bas, le platine a fait un point bas, l'argent, le cuivre, tous les métaux ont tenté de réagir. Alors le cuivre, c'est quand même moins punchy, moins beau. En tous les cas, il y a certains métaux qui s'énervent un peu. Le gaz est sur des nouveaux plus bas annuels. Donc on a vu la semaine dernière que malgré les stocks, il n'arrivait pas à réagir. Je vous rappelle que la zone des plus bas des 15 dernières années, c'est les 1,90. On est à 1,98. Donc, tout comme sur le pétrole, on va surveiller un éventuel point bas. Sur les métaux, j'ai rien de spécial à dire. Ça reste baissier. Il y en a qui tentent des choses comme le platine. Et puis le pétrole, faut en attendre plus. Voilà, donc on a parlé des matières premières, des indices, des actions. On va finir avec les devises. Donc sur les devises, plus forte baisse du jour, l'AUD-USD. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, les chiffres en baisse en Chine montrent un ralentissement de l'Australie. Donc forcément, ça pèse sur la monnaie de l'Australie. GBP Yen, toujours dans son range de moyen terme entre 180 et 188, n'arrive pas à se reprendre sur les cours actuels.
Si on casse les 184, vous voyez qu'on a une sorte de formation en ETE et que sous 184, on pourrait accélérer vers 181. Si on arrive à réagir sur 184, on pourrait redémarrer vers les 188. Donc là, le milieu du range va être d'importance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'USD Yen. Donc l'USD Yen, je vous ai dit que c'était le baromètre des marchés et que pour l'instant il était stable. Qui dit USD Yen stable dit que l'appétit pour le risque est toujours là. GBP USD, à la suite de la réaction la semaine dernière, on retombe. Les chiffres n'aident pas. Donc en ce moment, la livre, elle fait des réactions sur les supports, mais en attendant, le reste du temps, elle est vendue. Elle a vraiment du mal. Et puis dans les plus fortes hausses, l'euro RUB et l'USD RUB en fait montent étant donné que le rouble chute puisqu'il est très corrélé au pétrole. L'USD CAD monte puisque le dollar canadien très corrélé au pétrole se casse la figure. Donc vous voyez pendant des semaines l'USD CAD échouait sous les 1,34, belle résistance de long terme et puis là c'est en train de passer à la hausse. Alors attention parce que la zone de résistance, c'est la zone 1,34, 1,37. Donc n'est-on pas dans un excès haussier, n'est-on pas dans un excès baissier sur le pétrole et donc un excès haussier sur l'USD CAD? Est-ce que l'USD CAD n'est-il pas en train d'atteindre sa zone haute et puis d'aller faire une mèche haute comme il l'avait fait en 2004? C'est une possibilité. Donc voilà, l'USD CAD est haussier tant que le pétrole sera baissier. Le jour où le pétrole fera un point bas, l'USD CAD se retournera potentiellement. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'euro tri et l'USD tri. Donc ça, c'est la lire turque qui est toujours sous pression. L'USD NOK monte et profite de la baisse du pétrole parce que la couronne norvégienne, le NOK, est très corrélé au pétrole. Et puis l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, il a tout explosé de 1,05 à 1,10. Il a touché sa MM50. Il s'est replié sur support et il y a réagi. Néanmoins, pour l'instant, fondamentalement, je vois pas de raison que l'euro-dollar aille à 1,11. Voilà. Ce matin, je voyais beaucoup de personnes qui parlaient de retournement baissier sur les indices et de rebond de l'euro-dollar sur 1,08. Pour moi, c'est le contraire qu'il faut voir. Il faut voir que l'euro-dollar, en remontant de 1,08 vers 1,09 voire 1,10, retourne vers résistance et donc, dans le sens de la tendance de moyen terme, pourrait être vendu. À l'inverse, les indices qui ont réagi la fin de semaine dernière sur support et qui montaient encore lundi, là, aujourd'hui, mardi, reviennent sur les supports. Et la tendance étant haussière, ça devrait les aider. Donc voilà, moi, l'euro-dollar, pour l'instant, il y a un quantitative easing européen qui pèse, il y a les US qui sont susceptibles de monter leur taux. Si c'était le cas, que les US montaient leur taux, il y aurait plus de chances de voir l'euro redescendre vers 1,06 que d'aller à 1,11. Inversement, sur les indices boursiers, il y a plus de chances de voir le DAX monter vers les 11 500 si les US montent les taux que l'inverse. Après, bien évidemment, on n'est pas à l'abri de surprises, on n'est pas à l'abri de phénomènes exogènes, de phénomènes extérieurs. Mais pour l'instant, comme je l'ai nommé donc dans cette émission, nous sommes début décembre, nous sommes sur des supports de moyen terme et le rallye de Noël pourrait ne pas tarder à commencer. Concernant les indices, et pour finir, le Nikkei, comme tous les autres indices, consolide. Le Nikkei a consolidé un peu plus fort, donc avec la publication de ces chiffres économiques et puis le recul de la paire USD-Yen. Est-ce que le Nikkei va s'arrêter sur ses plus bas de vendredi ou est-ce qu'il va aller chercher son support? Je ne sais pas. Dans tous les cas, rendez-vous compte à quel point le Nikkei était passé de 17 000 à 20 000 points. Il avait pris pratiquement 20% en ligne droite, donc il a bien le droit de se reposer un petit peu. Voilà, de la même façon que le CAC 40, qui avait connu un fort rallye haussier de 15% quand même, de 4 300 points à 5 000 points.
entre fin septembre et début novembre, eh bien, il avait le droit de consolider. Et pour l'instant, le CAC 40, il est dans une consolidation horizontale. Il a démarré de 4007, il est à 5000, il est revenu à 4007, il est remonté à 5000, il est revenu à 4007. Nous y voilà actuellement. Est-ce qu'on va aller faire un trou vers 4006 avant d'éventuellement retrouver de nouveau 4009, 5000, toujours dans ce range, ou est-ce qu'on va le casser par le bas? Je ne sais pas, mais en termes de statistiques, de probabilité, de saisonnalité, il y a, voilà, il y a beaucoup de choses qui plaident pour qu'on arrive à tenir ces supports. Je vous dis pas qu'on va monter aujourd'hui, je vous dis pas que le CAC va pas aller chercher 4600 points, je dis juste que à la question le CAC a-t-il plus de chances de réagir sur la zone 4007 et de repartir à la hausse plutôt que de les casser, la réponse est oui. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne séance de trading. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas donc à la faire connaître. Comme tous les midis, je publierai la vidéo enregistrée sur YouTube. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc une bonne séance. Et je vous retrouve demain matin, 10 h, pour la matinale. Au revoir à tous.